Il fut un temps ancien, perdu dans les méandres de la mémoire du monde. Une ère bénie, avant l'orgueil du bronze, où les hommes vivaient encore en harmonie avec la nature, insouciants des chaînes que forgerait l'avenir. Dans les steppes méridionales d'Asie centrale, entre les rives salées de la Caspienne et les monts farouches de l'Altaï, là où s'étend aujourd'hui le Nord-Kazakhstan, une plaine semi-aride respirait sous un ciel infini. Ici, nulle trace de renne, de buffle, ni de sanglier. Seuls les antilopes graciles bravaient la monotonie des vents, suivis dans l'ombre par les grands fauves, lions et tigres, tapis dans les forêts galeries, ces rares ourlets de verdure qui bordent les lacs et les rivières. Ici régnait un autre maître, le cheval. Innombrable, libre, flamboyant, les chevaux fendaient la steppe comme un souffle divin, faisant onduler la plaine sous leurs sabots ailés. Non loin d'un lac silencieux, un village dressait ses humbles abris. Des huttes semi-enterrées, tournées vers la terre comme pour mieux se protéger de ses caprices. Pas de champs, pas de blé, ni d'orge. Ce peuple n'était pas d'agriculteurs, ni même d'éleveurs traditionnels. Ils étaient les peuples des chevaux. Ils chassaient les étalons pour la chair, le cuir et le lait des juments. Mais surtout, ils avaient accompli l'impensable. Ils les montaient. Ils étaient les premiers cavaliers du monde. Nomades du vent, ils suivaient au printemps les vastes troupeaux errants et, l'hiver venu, rebâtissaient leur foyer au creux de la steppe glacée. À la fin de cet été, un parfum de fête flottait dans l'air. Le village bruissait d'activité. Des femmes portaient des jarres sur leurs têtes, d'autres tissaient des étoffes rudes, tandis que des hommes, à l'ombre de toiles, affûtaient des lames de silex et de cuivre sur des tours de pierre. Au bord du lac, les pêcheurs posaient des grilles de roseaux, piégeant dans un canal les poissons hasardeux. Armés de harpons composites, ils vidaient les bassins dans un balai habile, scellant leur pacte avec l'eau nourricière. Au cœur du village, un bâtiment se distinguait, plus vaste, percé d'une ouverture fumante. Un atelier de forge. Là, sous le marteau du forgeron, le cuivre prenait vie, coulait en dagues éclatantes, promesse de puissance et de survie. Mais ce soir-là, tout le village convergeait vers un autre foyer, au centre du hameau. Embroché de la nuque à la queue, rôtissait depuis 3 jours et 2 nuits un cheval entier. Avant la cuisson, la tête avait été décapitée dans un rituel sacré. Son sang, recueilli dans une grande vasque, avait été bu par chacun, dans un murmure ancien, pour honorer l'âme de l'animal. Sa tête,
offerte aux vautours, serait bientôt blanchie par le soleil, puis conservée comme trophée pour accompagner les morts dans l'au-delà. Lorsqu'enfin le soir tomba, sous la splendeur d'un ciel constellé, le festin débuta. Les tapis furent étalés, les jarres de vin déterrés, les viandes fumantes tranchées et partagées. Mais bientôt les rires cessèrent, car un groupe de jeunes cavaliers revenus d'une lointaine expédition fut prié de conter ses aventures. Tous se rassemblèrent, silencieux, les yeux grands ouverts, tandis que l'un d'eux, jeune homme blond à la peau nue, ceint d'une jupe de léopard, se leva pour parler. Il se nommait Caïr. Sa voix porta dans la nuit. Mes amis, nous partîmes vaillants vers l'Occident, au-delà de la petite mer d'Aral. Là, près d'une forêt, un lion nous attaqua. Nous l'avons terrassé et mangé. L'assemblée s'enflamma de cris et de rires. Nous avons traversé les portes de l'enfer, le redoutable désert qui nous sépare des eaux salées. Arrivés à la grande mer, nous en avons longé les rives, franchi le premier fleuve, l'Oural, et atteint le grand fleuve, la Volga, que nous avons remonté par sa rive. Là, chez les Samariens, nous avons partagé nos chevaux, nos savoirs et notre sang. Un groupe de maraudeurs était venu pour piller le village, mais ils ne s'attendaient pas à nous trouver là. Mais ce que nous avons ramené est plus précieux que tout. L'assemblée buvait les paroles de Caïr. Après la victoire contre les maraudeurs, le chaman m'invita dans sa maison. Là, il me montra un objet fabuleux. Quelle est cette merveille? Je n'ai jamais vu de dague aussi longue. Ceci est ce qu'on appelle une épée. Une épée? Un convoi de marchands nous est venu il y a quelques lunes, et nous avons troqué cette arme contre 3 des chevaux que tu nous as laissés l'année dernière. Les marchands étaient impressionnés par le fait que certains d'entre nous les montaient. Ils nous ont pris pour des hommes chevaux, et ils nous regardaient avec respect et une certaine crainte. Ah! Que diraient-ils s'ils voyaient notre peuple? Mais dis-moi, chaman, es-tu sûr d'avoir fait une bonne affaire? Les auditeurs se mirent à rire, bien au fait que l'équitation était un don du grand esprit qui dirigeait les hordes des chevaux sauvages et qui, comme l'avaient fait autrefois les loups, avait accepté de se laisser apprivoiser par les hommes. Le chaman prit l'objet et me dit « Tiens, c'est pour toi. Pour moi, tu me la donnes ?» En échange de 3 chevaux, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, tu es d'accord? Je n'ai pas hésité longtemps, et je lui ai laissé nos chevaux de bas en échange. Mais dis-moi, chaman, sais-tu où se trouve le forgeron qui a forgé cette épée? Les marchands sont du peuple de Kumamanich. Ils vivent au pied de la grande chaîne montagneuse du sud. Ils disent qu'au-delà des montagnes se trouvent des royaumes fabuleux qui vivent dans le luxe et l'abondance, et qu'ils sont dotés de technologies pour mettre la nature à leurs ordres. Comment pourrait-elle commander au grand esprit? Ils s'abritent dans des immenses demeures construites en taille de pierre. Ils détournent les eaux des fleuves pour abreuver les terres et en échange la terre leur donne de quoi se substanter en masse. Il paraît qu'ils créent des animaux dociles, qu'ils les élèvent, ce qui les rend riches. Ils les élèvent comme nous le faisons avec nos chevaux, comme vous avec vos chevaux. D'ailleurs, je vois que chaque année, vos chevaux deviennent plus fins, plus robustes, plus véloces et plus dociles. Et ces peuples au-delà des montagnes accumulent des richesses, tu dis? Il paraît. Mais en contrepartie, ils en subissent les conséquences. Que veux-tu dire? Libérés des contraintes liées à la recherche de subsistance, ils se sont détournés du chemin. Ils ont développé un côté malfaisant de l'esprit. Je l'imagine moi aussi, l'oisiveté amène à la paresse. Et la paresse aux dépravations. Ils deviennent possessifs, envieux, jaloux les uns des autres. Ils en viennent à se capturer entre eux et à mettre leurs congénères en esclavage. L'honneur de la victoire et la récompense du butin ne leur suffisent plus. Ils massacrent gratuitement et pillent sans vergogne, toujours plus avides et assoiffés de domination. Ils érigent des idoles à leur image.
et la population doit se prosterner. Un peu comme les pillards que nous venons d'affronter? Non, non, ceux-là étaient de simples vagabonds, affamés, qui n'ont pas eu la sagesse de nous demander pitance. Prends soin de cette épée, elle te servira, toi et ton peuple, si d'aventure les hommes du Sud venaient à s'en prendre à ta tribu. À ce moment du récit, Caïr écarta une couverture. Dans ses mains, il brandissait une lame prodigieuse. Longue, étincelante sous les flammes du foyer, plus grande qu'aucune dague jamais vue. Voici une épée offerte par les Samariens contre 3 chevaux de nos troupeaux. Avec elle, nous ne craindrons plus ni homme ni bête. Le peuple de Botaï resta pétrifié. Même les étoiles semblèrent tressaillir. Le vieux forgeron s'approcha, les yeux ronds. Une lame aussi longue, aussi solide, ce n'est pas un outil, c'est une arme pour les dieux. Et tous comprirent que cette nuit-là, la destinée de leur peuple venait de changer. Trois générations plus tard, sous un soleil déclinant, un vieux Caïr aux cheveux d'argent s'entretenait avec un adolescent fougueux. Le peuple de Botaï, désormais maître de l'équitation, avait perfectionné bride et mors de cuivre. Les chevaux, plus robustes, portaient les cavaliers sur des distances prodigieuses. Mais le monde avait changé. « Ainsi tu veux suivre les guerriers, dit le vieil homme, la voix basse. Eux pillent les caravanes pour l'or et les pierres, mais jamais ils ne ramènent de nourriture. » Le garçon, avide d'aventure, répondit. « Avec nos chevaux et nos épées, nous sommes invincibles. Pourquoi craindre la faim ?» Caïr secoua tristement la tête. « Le lion tue pour survivre, l'homme corrompu tue pour dominer. L'avidité te changera en pierre, et dans l'au-delà, tu erreras seul dans les limbes. » Mais le jeune homme ne l'écouta plus. Un cheval magnifique l'attendait. D'un bond, il enfourcha la monture et s'élança à la suite des cavaliers, levant une nuée de poussière vers l'horizon. Et dans le crépuscule des steppes, le vieillard regarda disparaître son peuple, emporté par la promesse enivrante de la gloire et la tragédie inévitable de l'histoire. I'm walking on my cloud because I could spend my time in this summer each other. We always need a scam. I want to make a round. I want to make a round. The pretty girl with long legs strike gently in my heart. Sorry, miss, you're so proud. I don't know what to do of you. In my cloud, the place is rare. They strike gently and quietly. I'm blonde orange sauce. I'm blonde orange sauce. The pretty girl with long legs strike gently in my